Alors, sans attendre, on va commencer avec ce premier sujet et qui concerne Valérie Hayé. Donc, Madame Valérie. Madame Valérie, qui a un point commun avec une certaine Valérie Pécresse. Espérons-lui le même destin. Donc, Oui, c'est chill, on commence par un article Wikipédia. alors, voici donc sur cette photo Valérie Hayé. Parce que elle est apparemment candidate du parti majoritaire du président. Mais bon, pour beaucoup, c'est un ovni. Oui. Un objet votant non identifié. Bon, pour rappel, on va quand même clarifier les points sur Valérie Hayé. Si c'est Valérie Hayé qui est candidate, c'est parce que personne n'a voulu le poste. Elle était, il y a encore quelques semaines, 47e sur le classement Exactement. des partis. C'est-à-dire que même Darmanin, Attal, même Bruno Le Maire, en fait, ils ont compris que c'était un suicide de carrière. Finalement, tu vois, je l'ai pensé assez limité. Finalement, ils sont peut-être pas si cons que ça, tu vois. Ils ont peut-être compris quelque chose. Que les élections, ça allait puer peut-être pour eux. Arrête, c'est sur des combats désespérés qu'on peut construire une véritable réputation. C'est sûr. Donc voici Valérie Hayé. Et vous voyez, elle a une très longue biographie qui se résume à ça. Donc, commençons tout de suite. D'ailleurs, sur son meeting, on va revenir sur les éléments de son meeting, son premier meeting qui a eu lieu à Lille. Là, récemment, le mercredi dernier, je crois que c'était. Et à part nous dire que c'était une femme et faire du remerciement d'Attal et de compagnie, elle a parlé de ça pendant 10 minutes. Et ensuite, après, on va voir plus en profondeur ce que ça implique. Donc, elle est née le 6 avril 1986 à Château-Gontier, en Mayenne. C'est une femme politique française très importante parce qu'elle n'aime pas le dire, mais elle l'utilise. Qu'elle est une femme. Exactement. Comment ça, elle voudrait que ça passe inaperçu? Non, mais en fait, elle l'utilise comme argument de contre-argument. Enfin, c'est une petite manœuvre. Ça, c'est quand t'as rien. C'est quand t'as besoin, c'est vide. Conseillère départementale de la Mayenne de 2015 à 2021. Elle devient députée européenne en 2019. Donc, aux dernières élections européennes, elle était sur la liste de Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, il faudra se rappeler, très très important, on en reviendra plus tard. Elle est coprésidente de la délégation L'Europe Ensemble au sein du Parlement européen depuis le 26 octobre 2021. Elle est élue présidente du groupe Renew Europe. Donc, encore une personne qui essaye de nous faire croire qu'on peut changer l'Europe. Au Parlement européen le 25 janvier 2024, à la suite du retrait de Stéphane Séjourné. Voilà. Donc en fait, c'est la remplaçante de remplaçante à chaque fois. Tu vois, elle était conseillère régionale et elle prend le poste parce que Séjourné, du coup, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Oui, mais même quand on est sur le banc des remplaçants, on fait partie de l'équipe. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. L'essentiel, non, ça c'est une phrase de perdant. Le 29 février suivant, elle est désignée officiellement tête de liste de Besoin d'Europe. Donc ça, c'est le nom du mouvement. La liste macroniste va s'appeler Besoin d'Europe. C'est déjà dans le titre, dans le besoin. Enfin, besoin. Voilà. De la majorité présidentielle. Renaissance, Horizon et Modem pour les élections européennes de 2024. Biographie. Valérie Hayé est une fille d'agriculteur établie à Saint-Denis d'Anjou de la Mayenne. Donc ça, c'est aussi un des éléments de langage qu'elle essaie de nous faire croire. Parce que bon, la technique, c'est d'essayer de faire revenir une partie de l'agriculture, des agriculteurs dans le camp présidentiel. Sauf que elle est à l'origine de la PAC qu'on avait vu dans une précédente vidéo et qui provoque aujourd'hui la colère des agriculteurs. Donc je pense qu'il y a une erreur de casting. Mais certains diront, sur un malentendu, ça peut passer. C'est vrai, oui, on prévient toute la soirée, il y aura beaucoup de retours sur d'anciennes vidéos qu'on faisait, et ça n'arrêtera pas. Donc, c'est bien que ce soit notre fidèle team qui est là. Donc, elle est scolarisée dans l'école primaire de sa commune de ses parents, puis au collège de Grès-en-Bois. Elle passe un diplôme de droit public et devient experte en finance auprès des collectivités locales. Elle travaille ensuite en tant qu'assistante parlementaire pour plusieurs sénateurs, parmi lesquels Pierre Jartier, membre de l'Union des démocrates et des indépendants. Jardier, pas Jartier, Jardier.
Pierre. Ah, Charlier, autant pour moi. Bah, je le connais pas, en fait, à vrai dire. Hein. Là, à part même, c'est pratiquement que des randoms, quoi. Hein. Puis de la République en marche et l'REM. Puis pour l'eurodéputé mayennais Jean Arthuis, UDI, puis LREM. Donc, jusque-là, c'est logique. En fait, c'est les cocus... Non. Des indécis, des indécis. Ouais, les indécis du MoDem. C'est la coquinage avec Macron, c'est cette époque-là. Elle est élue députée au Parlement européen en 2019 sur la liste Renaissance et la République en marche. En avril 2021, elle est nommée présidente de l'Association pour une Renaissance européenne. En octobre 2021, elle est désignée coprésidente de la délégation Renaissance, renommée l'Europe Ensemble à l'été 2022 au Parlement européen. Bonsoir vagabonde, il n'y a pas de problème, le live est ouvert à tout le monde, tu peux venir quand tu veux. Bienvenue, vagabonde et d'hommes morts. Je t'ai dit, il a fine équipe. Donc, militantisme à l'UDI, puis à l'ERM. Oui. Là, on parle, pour vagabonde, on est en train de lire la biographie de Valérie Ayé. Ayé. Aïe. Aïe, on a perdu. Ayé, plus qu'un effort essayé. Bon, on va pas revenir si sa carrière de députée européenne, si elle est intéressante, parce que concrètement, elle a voté sur le pacte vert, elle a voté sur la réforme de la PAC, notamment, ça a été plus ou moins ça sur voilà. Donc, elle a pas fait grand-chose, on va dire. Si, elle a voté, elle a fait son devoir de citoyen. Et c'est tout à son honneur. De parlementaire, mais oui, bon, c'est encore un profil type hein, qu'on a en la Macronie. Ça devient une spécificité. Il faut être fonctionnaire. Il faut passer dans les différents ministères, faire du pantouflage. Et là, on a affaire à un retour d'ascenseur, du pantouflage en bonne et due forme. Donc voilà. Et voilà les têtes de liste. Donc voilà la carrière de Valérie Ayé. Oui. Donc ça sent la dep. Et maintenant, on va regarder le moment fort, parce que je vais pas vous forcer à écouter 30 minutes de Valérie Ayé, quoi qu'on rigolerait bien, mais on va se concentrer C'est comme Chapa qui fait du rap. On va revenir sur un élément où elle dit le moment le plus important de son discours. Et on va venir le décortiquer. Ayé, on est foutu. Non, je ne pense pas, Diana Prince, qu'on est foutu. Ayé, encore un effort. Ayé, encore un effort. Je pense que c'est mieux. Alors, la vidéo en question, c'est celle-là. Protéger nos enfants des dérives du numérique, on l'a fait. Plan de relance pour nos emplois, pour notre économie, pour tous les Français, on l'a fait. L'Europe de la défense, chimère il y a 5 ans, une réalité aujourd'hui, on l'a fait. La PAC, préservée pour nos agriculteurs, on l'a fait. Arrête. Le pacte vert. Donc, tu vois le niveau d'infamie à la fin. Le pacte pour les agriculteurs, on l'a fait. Est-ce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé au salon de l'agriculture la semaine dernière? Eux aussi, ils ont fait quelque chose. Alors, j'aimerais vivre dans l'Europe dont elle parle. Un Gobelin dit c'est des acteurs. Oui, tu le vois très bien. Tu parles des figurants, hein, si j'entends bien Gobelin. J'ai remarqué aussi quand tu regardes le meeting, mais c'est limite. Oui, la fille cachée derrière les drapeaux, elle applaudit qu'une fois sur deux parce qu'elle pense qu'elle est cachée par la France. Oui, non, mais c'est un truc de malade parce que soit ils ont commencé à chanter tout des chansons, comme si tu sais, genre limite c'était une personne fédératrice et compagnie. Enfin, c'est une mascarade en tout point. Souvenez-vous, quand d'habitude un grand responsable politique, derrière lui, tu as toute son équipe, des responsables qui sont habillés en costard, etc. Là, derrière elle, il y a des figurants assis.
Diana Prince, non pas vraiment comme une secte, comme des gens qui sont payés et qui ont un travail de prestataire à faire, tu vois. Tout simplement. Ils ont dû engager les meilleurs chauffeurs de salle pour ça. À BMI, il y avait des chauffeurs de salle. Donc elle nous dit que ils ont fait. Ça paie bien, demande Diana Prince. Bon, je pense. Écoute, Tu fais tes heures à la fin du mois. je pense que tu as le droit à 2 places pour les JO. Et 100 balles. Et sans le pass Navigo ce soir. Tout travail mérite son salaire. Il y a des vagabonds, tu as raison, tout travail mérite son salaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut quand même pour aller à un meeting de Macron, faut quand même me payer cher quand même, hein, pour que j'applaudisse et que je dise tu es fabuleux. Ça coûte moins cher que le cinéma et le café gratuit. Ça arrondit les fins de mois. Ou des réseaux de figurants politiques. T'imagines l'agence de figurants politiques. Ça, c'est un business. Un business. Vous avez besoin de combien de figurants S'il vous faut des Philippot, il vous faut combien On vous met des pleureuses si vous prenez le pack VIP. Dans une secte qui se prend pour de vrai, là, c'est comme une pub. Oui. Donc, on va revenir, revenons, on s'est un peu dévié là sur le sujet. Revenons un peu sur le sujet. Donc, elle nous dit qu'elle a fait la protection, elle a protégé nos enfants du numérique. Soi-disant, c'est eux qui l'ont fait. Allons voir, on va commencer à débunker, parce que tous les éléments là qu'elle annonce, il faut aller les débunker. Mais on va sauter un par un, comme le bouchon de champagne. Alors, la protection des droits numériques des enfants, une priorité mondiale. Le 21 octobre 2021, les autorités mondiales de la protection des données, réunies en conférence annuelle du GPA, 43e Global Privacy Assembly à Mexico, ont adopté à l'unanimité une résolution clé sur les droits numériques des enfants. Cette initiative, portée par la CNIL et l'autorité de protection des données italienne. La Garante. La Garante a été co-signée par 21 autres autorités dans le monde. Donc, je ne savais pas que les macronistes c'était la CNIL et qu'ils étaient aussi dépositaires de l'Italie. Mais il me semble que nous sommes sur le point d'un... Elle parle un français juste. Dans on, tu mets ce que tu veux. Exactement. Dans on. Donc les mineurs sont présents de plus en plus tôt sur Internet, mais très vulnérables, car moins conscients, les risques auxquels ils s'exposent. Selon une étude de l'association Génération Numérique sur les pratiques numériques des 11-18 ans, 63% des moins de 13 ans ont un compte sur au moins un réseau social. Ce qui est illégal sans le consentement des parents. Exactement. Donc, c'est pour éviter qu'ils, dans les points clés, ils le disent, hein, c'est éviter qu'ils reçoivent de la publicité sur les enfants. Bon, ça me semble être du bon sens à ce niveau-là. C'est à la limite de ce qui est déjà légal. Enfin, déjà obligatoire. C'est pour remettre quelque chose sur quelque chose qui existe. Mais bon, voilà, ça c'est aussi un autre problème qu'on verra après dans les prochains sujets. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette bonne vieille Valérie? Elle a parlé du pacte vert. Elle nous a parlé du pacte vert. Alors, allons voir ce fameux pacte vert. Qu'est-ce que c'est concrètement, pour commencer, le pacte vert? Le pacte vert, c'est cette initiative ambitieuse de l'Union européenne de faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Cela passe par le verdissement de son économie, de la production à la consommation. Mais aussi par l'utilisation optimale des ressources, la diminution des déchets et la réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre. La transition vers une société faible en carbone a un coût pour les régions, pays et industries qui dépendent lourdement des combustibles fossiles. Sur 7 ans, l'un des financements qui sert cet objectif, le Fonds social européen, aujourd'hui Fonds social européen plus, qui soutient des projets en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale, investira plus de 88 milliards d'euros. Ce qui aidera à créer des emplois verts, à financer les filières dédiées dans l'enseignement et à encourager l'acquisition de nouvelles compétences pour nous adapter à une économie verte et numérique. Alors, ils arrivent à te parler d'éducation, d'écologie, d'économie, machin. Ils te mélangent tout le lexique de mots. En fait, c'est un discours de Macron. C'est un assemblage de mots. Et en réalité, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fonds qui a été créé pour encore claquer un pognon de dingue, comme dirait l'autre, pour pas grand-chose. Parce que, effectivement, ils l'ont fait. Mais c'est soi-disant pour éviter la pollution, dans un but écologique.
il faut qu'on rappelle aussi des certains faits. Derrière la carte postale des bayous, la vraie image économique de la Louisiane, c'est celle-ci. Des usines de gaz qui poussent un peu partout et des géants des mers qui remontent ces canaux. Ce navire arrive du golfe du Mexique, direction une usine en partie française, codétenue par Total Energy. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un méthanier. C'est un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié pour pouvoir le transporter plus facilement. On va avoir de plus en plus de ce type de navires dans nos ports français et nos ports européens pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Dans une cargaison comme celle-ci, il y a l'équivalent de presque un jour de consommation de gaz naturel en France. Aujourd'hui, en France, le gaz que nous consommons provient d'abord de Norvège à 40%, puis de Russie à 17%, d'Algérie, du Nigeria, des Pays-Bas et des États-Unis pour un peu moins de 6%. Depuis quelques années, l'Amérique est le nouvel Eldorado du gaz de schiste obtenu par fracturation hydraulique, une technique nocive pour l'environnement interdite en France. Mais il va bien falloir compenser le robinet du gaz russe qui se ferme, pour la France comme pour nos voisins européens, dont certains sont encore plus dépendants. Et aujourd'hui, à travers Total Energy, la France devient le premier exportateur de gaz américain en pleine croissance. Sur les 3 premiers mois de l'année 2022, les importations venant des États-Unis ont déjà atteint les niveaux de l'an dernier, sur toute l'année. Donc on voit que sur l'année 2022, nous allons probablement tripler, voire quadrupler les importations de gaz liquéfié américain. C'est aussi un énorme défi logistique. Il n'y a bien sûr pas de gazoduc à travers l'océan Atlantique, il va donc falloir transformer ce gaz. Ça, c'est l'arrivée du gaz à l'usine. Le directeur des opérations de cette gigantesque usine nous montre comment ce gaz est refroidi à très basse température. Il se transforme alors en liquide. On réduit son volume de 600 pour qu'il soit liquéfié et qu'il soit transportable. C'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de le distribuer n'importe où dans le monde. Le gaz liquéfié part ensuite par bateau de Louisiane. 15 jours de traversée refroidi à moins 160 degrés, direction 4 ports français. Il y en a 2 à Fos-sur-Mer, Montoire de Bretagne, Dunkerque, un 5e est en projet au Havre. Le liquide sera regazifié et distribué en France ou par exemple en Allemagne, qui du fait de sa longue dépendance russe n'a pas encore ce type d'installation. C'est de l'emploi en France et des investissements de plusieurs milliards d'euros. Pour cet expert américain, c'est donc un virage majeur dans la durée. Je ne vois pas comment, même si la guerre en Ukraine s'arrêtait demain, on reviendrait d'un coup au monde d'avant, où on rachèterait à nouveau tout le gaz russe. On voit aujourd'hui un changement géopolitique qui ne va pas seulement affaiblir la Russie, mais aussi renforcer les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce gaz liquide n'est pas la solution miracle. Son empreinte carbone est plus élevée car il y a tous les coûts de transport et c'est donc principalement du gaz de schiste. Mais c'est le prix à payer si la France et l'Europe veulent pouvoir se détourner du gaz russe et arrêter ainsi de financer la guerre de Vladimir Poutine. Alors, il y a énormément d'informations à traiter sur ça. Gobelin qui rigole sur le monde d'avant. Alors, le gaz de schiste, un drame écologique puisqu'on fracture le sol et on ne sait pas à quel point ça peut être dangereux. Les sols sont remplis de gaz emprisonnés dans la roche et on envoie sous pression de l'eau, de l'air en général, pour fracturer cette roche, pour faire remonter le gaz. Le problème, c'est que ça pète à la fois les nappes phréatiques et à la fois la qualité du sol et de l'environnement qui est au-dessus. C'est pour ça qu'on parle de désastre écologique. Et parce que la France est contre ce genre de pratique, elle l'interdit sur son territoire alors qu'elle a un énorme vivier de gaz de schiste. Exactement. Donc le pacte vert... On a exporté la pollution pour avoir de l'énergie. Exactement. Sans oublier qu'on n'arrête pas de nous parler des consommations, de passer aux voitures électriques et compagnie. On va regarder combien coûte le prix d'un cargo, l'empreinte carbone des transports. Les transports avec l'agriculture et le chauffage. Comme vous pouvez voir, c'est pas un média complotiste, c'est l'AFP qui... sont parmi les principaux responsables de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent au réchauffement climatique. Chaque mode de transport n'émet pas la même quantité de CO2, et cela dépend en grande partie du type de carburant utilisé. Petit tour d'horizon des émissions de CO2 et des distances parcourues pour un trajet d'environ 8 heures.
Contrairement aux idées reçues, c'est le ferry qui détient la palme du mode de transport le plus polluant. Il explose tous les compteurs. Plus de 2000 kg de CO2 émis par passager si le ferry voyage de nuit. Tous Et les à retards. peine 400 km traversés. Vient ensuite l'avion. 750 kg de CO2 émis par passager pour plus de 6500 km parcourus. Cette quantité varie selon le type d'avion utilisé, son remplissage, le fret ou les conditions météo. Juste après, place à l'auto. Si l'on considère que 4 personnes sont à bord, chacune va émettre en moyenne 270 kg de CO2, pour un trajet de 880 km. Le train est un mode de transport beaucoup plus écologique. À peine 72 kg de CO2 émis et 1280 km parcourus pour un train grande ligne. Enfin, le vélo et la marche sont les moyens de transport les plus propres. Aucune émission carbone. Mais mieux vaut ne pas être pressé. En 8 heures, un cycliste aura parcouru environ 120 km et un piéton à peine 40. Donc, Vagabond dit comme les déchets qu'on envoie à travers le monde. Je suis tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est une hypocrisie de l'Union européenne qui m'exaspère. C'est qu'on on exporte notre pollution. On peut voir en Chine, en Inde. En Chine, on produit, donc notre empreinte carbone est juste notre industrie, comme on produit énormément en Chine, elle est délocalisée là-bas. Nos déchets, on les transporte jusqu'en Inde parce qu'on les traite même plus. Maintenant, c'est l'apport en énergie où on pollue avec les cargos, justement, qui sont... Dans 50 ans, on dirait que l'Europe, c'était des vrais fils de flûte. Regarde, on a exporté le travail pour faire travailler des enfants en Asie. On exporte nos déchets en Asie et en Afrique. On exporte nos besoins énergétiques polluants en Amérique. Qui va aimer l'Europe d'ici quelques décennies? Non, mais bon, voilà. Donc, on va revenir du coup au sujet initial. Valérie Ayer, elle nous dit « On a fait le pacte vert ». C'est bien. Et foncièrement, qu'est-ce que ça change s'il y a du pire? On est passé du gaz russe au gaz américain. Exactement. Donc, elle n'a rien fait. Ensuite, il y avait quoi qu'elle nous disait? Le plan de relance pour l'emploi. C'est très, très, très intéressant. Et un tout nouveau graphique qui est sorti cette semaine. Attends, Vagabond qui dit « ça gaze ». Ça gaze. Ça gaze à max, Vagabonde. Donc, le taux de chômage en Europe, on peut voir que la France est bien placée. Attends, on va aller regarder directement les graphiques. Ouais, elle est au milieu. Nombre de chômeurs par emploi vacant en Europe. Donc, il y a, soi-disant, en France, il y aurait 3 chômeurs donc il y aurait 3 chômeurs par rapport au nombre d'emplois qui sont pourvus. Ça, c'est de la belle foutaise. Hein. Mais bon, on prend l'Europe, toute l'Europe.eu, le marché du travail. Donc voilà. Pareil, hein, je suppose aussi que les chiffres sont pipés. Hein. L'Allemagne, on est à 3,1%, malgré la crise industrielle qu'ils ont dans la tronche actuellement. L'Autriche, 4,9%, la Belgique, 5,6%. C'est les chiffres actuels, ça date de quand? C'est récent, hein, c'est sorti cette semaine. D'accord. La France, elle est à 7,3%. On se rapproche en fait dangereusement de la Grèce et de l'Espagne, qui sont nos champions européens. Attends, elle est où l'Espagne est là, à 11,9%. Voilà, 11,9%, c'est notre champion européen. Fer de lance. Donc apparemment, elle aurait relancé l'emploi et l'économie. C'est mal barré. Hein. Quand même, ils se rapprochent, ils sont plus près. Ils ont relancé le chômage. Le plan de relance européen du chômage. Ils sont plus près de la Grèce et de l'Espagne que de Malte ou bien de la Pologne, tu vois, sur l'emploi, ou la République tchèque. Enfin, la Pologne, c'est 2,8. Oui. C'est l'un des pays européens où il y a le plus faible taux de chômage. Talonné par la République tchèque. Exactement. Une guerre entre pays baltes. Donc, encore un nouveau mensonge. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ensuite, il y avait quoi? Attends, on va réécouter parce que c'est quand même... Elle est magnifique, hein, quand même. On l'a fait. Protéger
enfants des dérives du numérique, on l'a fait. Plan de relance pour nos emplois, pour notre économie, pour tous les Français, on l'a fait. L'Europe de la défense, chimère il y a 5 ans, une réalité aujourd'hui. On l'a fait. Ah. Alors là, c'est pas un mensonge, c'est le seul truc. Là, c'est le fantasme. C'est pourquoi les élections européennes sont très importantes pour eux. Ils n'ont toujours pas fait l'Europe des défenses. Mais les macronistes le convoitent fortement. Quitte à brader la puissance nucléaire française. Gobelin qui dit « Il y a des prompts, on leur a filé un texte ». Oui, ça se voit, mais de toute façon, ça sonne faux. Enfin, c'est... Si t'as l'occasion, Gobelin, on va pas le faire ici parce qu'on va pas faire supporter ça à tout le monde. Mais va voir son meeting de Lille, ça dure une petite demi-heure, tu vas rigoler. Il y a tellement de choses à dire que on a préféré revenir rien que sur ces points-là, déjà. Ça en dit long, parce qu'après, c'est de la répétition. Je suis une femme, mais j'ai pas envie de dire que je suis une femme pour y arriver. Machin, mais en tant que femme, bon, voilà, quoi. Je refuse de croire qu'il y a vraiment des personnes non payées à ce meeting. Attends, alors regarde des personnes qui sont à l'arrière. On a bien mélangé les personnes pour qu'il y ait des personnes âgées, des personnes jeunes, côte à côte, des personnes de tous horizons, avec un drapeau français, avec un drapeau européen, qui ne savent pas quand. Ouais, par contre, au niveau des drapeaux, tu vois qu'il y a une plus grosse majorité de drapeaux européens que de drapeaux français. Que le drapeau français est effacé, hein, par contre. Même sur la tribune, c'est des étoiles exactement. européennes. Bon, après, je comprends, on est sur les élections européennes. Dans la logique encore, tu vois, sur ça... Mais et j'ai remarqué sur la vidéo principale, tous les drapeaux étaient au milieu de la salle. On les avait bien notés pour qu'ils se présentent devant les caméras. Quand tu regardais sur les bords de la salle, plus aucun drapeau, plus rien tout cela. Il dit c'est du Macron en fait. Oui, exactement. Ça n'a pas changé. Elle n'a pas encore levé les mains pour dire que c'est un projet. Vagabond qui dit l'Europe de la défense, c'est aussi une belle connerie. Encore un moyen de mettre à mal la souveraineté des nations dans quelques années. Ah non, non, Gobelin il s'est pris. Oh non, c'est pas un ban, c'est une réponse. Juste une réponse, il n'y a pas eu de bannissement. Attends, c'est quoi ce délire? C'est ce qui se passe quand c'est une réponse directement à un commentaire. Non, mais il a mis « il ne faut pas avoir peur », le bot. Oui, mais ça passe, regarde. Ah, c'est passé? Ah, c'est passé. Ah, d'accord. Non, mais attends. Pardon, j'ai applaudi trop tôt, il n'y a pas eu encore de bannissement. Mais Gobelin, le bot voulait qu'on te banne parce que tu as écrit « il ne faut pas avoir peur ». Apparemment... Le bot ne partage pas notre optimisme. Le bot ne partage pas notre optimisme. Le bot est pour la Macronie. Non, mais apparemment, ton message, il est passé. Mais par contre, il a été épinglé dans notre chat. Attention, warning. Bot suppo du NW. Donc, du coup, on va revenir à ce que Vagabond disait. L'Europe de la défense. Exactement. L'Europe de la défense. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est l'Europe de la défense pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion. En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour. Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de la République fédérale allemande, de la Belgique, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. La CED devait créer une armée européenne rattachée à des institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle d'une Assemblée européenne, avec un budget militaire commun. Les contingents fournis par les pays participants auraient dû être incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par l'Assemblée nationale française le 30 août 1954. Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales européennes et de l'OTAN, en vertu de l'article 5 du traité de Washington.
Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du territoire de l'Europe, de l'Alliance Atlantique et de la garantie de sécurité américaine. Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE. L'Union a en effet été bâtie sur une vision non militariste et gagnant-gagnant des rapports entre pays qui doivent être régulés par les normes du droit international. L'UE a longtemps cru que cette approche s'imposerait partout, y compris dans son environnement régional. Elle s'est trompée. Certains acteurs comme la Russie n'ont pas renoncé à utiliser la force militaire pour arriver à leur fin. La Russie a ainsi utilisé la force aux portes du territoire européen pour s'ingérer en Ukraine en 2014 et annexer la Crimée. Aussi, les budgets militaires mondiaux sont en hausse. Ils ont augmenté de 76% en 20 ans. Depuis le tournant du XXe siècle, l'UE a pourtant fait le pari de tenter de construire une politique de défense commune. Il s'agit de ce que l'on appelle aujourd'hui défense européenne, Europe de la défense ou PSDC depuis le traité de Lisbonne. Problème, dans tous les pays européens, envoyer un soldat en opération est une décision qui ne peut être prise que par les gouvernements nationaux et non par Bruxelles. Par ailleurs, les États européens ont des approches très différentes des questions militaires. Ils n'ont pas toujours de vision claire pour savoir à quoi leurs forces armées devraient servir, et la majorité des pays de l'UE n'ont paradoxalement pas d'armée moderne qu'ils seraient en mesure de déployer en dehors de leur territoire. Pourquoi ? Principalement parce qu'ils dépendent depuis plus d'un demi-siècle de la garantie de sécurité américaine, tant du point de vue matériel que culturel. À noter aussi que certains États européens sont neutres et souhaitent aujourd'hui le rester. C'est le cas de l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, Malte et la Suède. Ces divergences de vues rendent donc difficile la constitution d'une capacité commune de défense. Pour autant, la Commission européenne a récemment décidé de s'investir pour la première fois dans le domaine militaire. Depuis 2019, elle met à la disposition des États membres des budgets non négligeables pour développer des moyens militaires et une industrie de défense européenne. Cela sera-t-il suffisant pour surmonter les divergences d'approche de la question militaire ? Les prochaines années en témoigneront. Elles détermineront si l'UE est prête ou non à se doter d'une politique étrangère de défense commune qui lui permettrait de s'affirmer comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Donc, c'est très très intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que, elle a encore, elle veut justement cette Europe de la défense. C'est dit dans la vidéo. Le problème, c'est que chaque pays veut pouvoir dire non, oui, s'il le veut pour son armée. Mais elle le dit que c'est déjà une réalité, quoi. C'est acté. On voit que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc là, on est sur de la projection de fantasmes. Et puis, on n'est pas du tout dans l'actualité. Mais il y a déjà le classique mode de la Commission européenne. Bon, d'abord, on va mettre de l'argent sur la table, en disant, servez-vous, et quand cette donation deviendra nécessaire, on s'y est habitué, là, elle commencera à poser conditions, telle et telle condition. L'argent, au début, il est toujours donné de bon cœur, et ensuite, tu as des conditions qui viennent, une fois que tu es habitué à cette rentrée d'argent. Exactement. De toute façon, c'est la méthode de l'Union européenne, c'est créer une dépendance par l'argent pour que tu finisses par tout accepter. Il y a Vagabond qui nous dit « Et s'ils y arrivent, quand un des pays de l'UE ne sera pas droit pour voter ou appliquer telle ou telle loi, l'armée européenne s'appliquera de régler les problèmes et les manifs contre l'UE. » C'est amusant la façon dont ils ont dit dans la vidéo que justement, la plupart des pays n'ont que juste la puissance militaire d'appliquer leur force militaire sur leur propre territoire. Façon de dire qu'on peut déployer l'armée chez nous, mais pas à l'extérieur. Donc maintenant, on va aller regarder ce bon vieux... Ça te fait mal, hein. J'ai toujours eu une forme de sympathie pour M. Bayrou. Je ne m'en sais que cache t'as pas. une sympathie, mais c'est par rapport à ta localité. Ça n'empêche pas que... Gers indépendant. Ça n'empêche que, à la fin du meeting, donc tous les points de LREM sont venus parler. Donc il y a eu Attal, il y a eu tout le monde, et il y a eu Bayrou aussi qui est venu. Donc c'est lui qui va faire la transition. Un instant.
Encore au sujet de l'Europe de la défense, l'illusion de la France, c'est de croire que c'est la seule à financer l'UE et que du coup, c'est elle qui peut décider pour tout le monde. Oui, ça, c'est une illusion dont les Français se réveilleront bien assez vite. Donc, il va nous expliquer en quoi, du coup, Valérie Hayé, c'est génial que ce soit une inconnue qui représente les macronistes. Alors là, c'est lunaire. Je vous laisse regarder ça. Ah. Les journalistes qui étaient amicaux m'ont posé 2 questions, alors je veux répondre aux 2 questions. La première question, c'est enfin, vous venez soutenir une liste dont la tête de liste n'a pas la notoriété qu'on pourrait imaginer. Et moi, je pense que ça n'est pas un handicap, que c'est un atout. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que les Français ont envie de visages qui soient des visages nouveaux régulièrement pour renouveler la politique française. Alors, tu es assise, Valérie, à côté de Gabriel Attal. Ça fait au moins 2 exemples qu'on peut citer. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a qu'une vertu en démocratie, en politique et dans les temps que nous vivons. Il n'y a qu'une vertu qui vaille et qui soit payante, c'est l'authenticité. Alors, donc apparemment c'est un atout de 2 personnes qui ont été nommées par le président, mais qui n'ont pas été élues démocratiquement et qui n'ont rien fait. Mais bon, si tu veux, Bayrou, pense que tu veux. Allez, dis du mal sur Bayrou, vas-y, tu peux pas laisser passer ça. Bon, il y a peut-être des valeurs à géométrie variable en politique qu'on ne peut pas saisir d'un coup. Mais si je devais parler de... Non, pour le défendre, il faudrait que j'utilise la langue de bois. Dans le projet du vivre ensemble, il y a des acteurs qui doivent être mis ensemble pour pouvoir agir, pour atteindre un projet, un objectif commun. Et ça dans le respect des valeurs républicaines. Bon, faut que j'arrête. Mais donc, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ces 2 personnes, ces 2 jeunes que Bayrou nous présente comme Gabriel Attal et Valérie Hayé, ont fait toute une tirade pendant plus d'une demi-heure sur le Front National et le danger des extrêmes. Et Valérie Hayé, en début de meeting, elle a remercié sa prédécesseur. J'ai un bug sur le mot. Son prédécesseur, donc sa prédécesseur. La personne précédente avant elle, comme candidate, qui était Nathalie Loiseau. Attends. Et on va voir. Prédécessrice, c'est ça? Non, je savais. Attends. Prédécesseur. Au masculin, au féminin, donc ça donne. Vous avez le choix dans le chat. C'est vous qui décidez maintenant quel sera le vocabulaire français. J'en profite pour lire les commentaires. Vagabond qui écrit « Moi qui croyais que... » Attends. On avait le soldat inconnu, maintenant on a Valérie Hayé, le politique inconnu. Juste inconnu. Ou bien qui? La random. Mais avant ça, il y avait aussi eu Nathalie Loiseau, qui était une autre random. Et à l'époque, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a toute une cohorte qui s'est levée avec Macron, quand il est arrivé au pouvoir. Tout un nouveau panel de figurines, des guignols qui n'ont jamais eu l'occasion. Des personnes de l'administration, des fonctionnaires, des bureaucrates. C'est les bureaucrates qui ont pris le pouvoir. La Macronie. Le règne de la civilisation byzantine.
Depuis le début de la campagne, Nathalie Loiseau s'érige en rempart contre l'extrême droite. Je suis en politique pour combattre ça. Or, selon Mediapart, la tête de liste de La République En Marche a figuré sur une liste d'extrême droite quand elle était étudiante à Sciences Po au milieu des années 80. À l'époque, elle s'appelait Nathalie Ducoulombier, son nom de jeune fille, et était présente sur une liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, un syndicat étudiant né sur les cendres du GUD, un syndicat d'extrême droite. On retrouve d'ailleurs sur la même liste un certain Christophe B, l'un de ceux qui a officieusement contribué au programme de Marine Le Pen en 2017. Contactée par Mediapart, Nathalie Loiseau a dans un premier temps dit n'avoir aucun souvenir de sa présence sur cette liste, puis, confrontée aux documents, a fini par reconnaître une erreur. Il ne faut pas juger les gens pour ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait il y a très longtemps. Ce qui compte, c'est la Nathalie Loiseau que nous connaissons. Or, elle est évidemment inattaquable sur son combat contre l'extrême droite. Nathalie Loiseau précise également à Mediapart qu'elle ignorait les idées extrémistes de ce syndicat étudiant. J'ai été approchée pour participer à une liste qui voulait accentuer le pluralisme à Sciences Po, alors quasi inexistant, et qui cherchait des femmes. J'ai dit oui. J'aurais sans doute dû regarder de plus près de quoi il s'agissait. Un passé qui fait vivement réagir ses opposants aux européennes. La tête de liste de la France Insoumise par exemple, Manon Aubry. Pas surprenant qu'elle ne veuille débattre qu'avec Jordan Bardella. Cela doit lui rappeler sa jeunesse. Benoît Hamon, lui, écrit « Emmanuel Macron vous propose de choisir une repentie venue de l'extrême droite ». Ce sera sûrement la même défense que tu C'est exactement. Tu transposes. Ce qui s'est passé il y a 4 ans à aujourd'hui, on est exactement dans le même schéma. Mais tu transposes ce qui s'est passé il y a 20 ans. Sauf que l'enjeu est plus grand pour les macronistes, c'est les élections-ci. Oui, ça passe aux acasses. Mais en tout cas, pour revenir, la défense Chewbacca de Loiseau en mode... oui, j'aurais dû peut-être me regarder un peu dans quelle partie je me suis engagé. Bon, arrête de me prendre pour... Mais non, c'est exactement pareil. Elle n'avait pas conscience de tout ce qui se cachait dans le programme de la partie. Ils ont pris parce qu'il y avait besoin de pluralité, donc une femme, donc elle a dit OK. Exactement. C'est une boucle et c'est infernal. C'est juste insupportable à la longue. Mais il faut savoir que apparemment Valérie Hayé combat l'extrême droite et remercie Nathalie Loiseau. Donc elle est originaire d'un mouvement syndical mouvement étudiant, qui est né sur les cendres du GUD. Donc on va voir qu'est-ce que c'est le GUD pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Vous remarquerez déjà sur la première image, il y a des choses qui me rappellent d'autres choses. Leur idée politique de base est simple. La loi du plus grand nombre, règle d'or de la démocratie, doit s'incliner devant la loi du meilleur groupe. L'ordre nouveau est parti en guerre contre le marxisme, le gauchisme et le gaullisme. C'était hier soir le rendez-vous de l'extrême droite à la Mutualité. 2500 à 3000 personnes réunies pour écouter avec ferveur la musique de Wagner et 3 heures de discours véhéments sous la bannière à croix celtique des nationalistes. Les mouvements d'extrême droite sont venus au meeting sous la même bannière. Anciens du mouvement dissous Occident, militants de l'ex-OAS, jeunes étudiants du groupe Union Droit et nationalistes de tous horizons. Pendant 15 jours, 25 000 affiches ont été apposées sur les murs de Paris par des groupes de jeunes. Et pourquoi cette casquette? C'est une casquette de l'armée allemande, non? Bon, c'est une casquette qu'on trouve au plus à 5 francs et qui protège bien de la pluie. Le bastion des idées d'extrême droite, c'est la faculté d'Assas, où s'est implanté fortement le GUD, le groupe Union Droit. Ce jour-là, l'extrême droite tenait Assas, ils attendaient les gauchistes. Les gauchistes ont déclenché plusieurs grèves, plusieurs agitations dans cette faculté, et à chaque fois, nous avons contré. Et ça a payé, et petit à petit, nous avons contré leur influence dans cette faculté. Petit à petit, ils sont allés de défaites militaires en défaites politiques. Vous avez accusé à un moment d'avoir des armes ou d'avoir des gourdins, d'avoir des choses comme ça, à Assas. Oui. Bien sûr, tout le monde va nous accuser d'avoir des gourdins, des armes, des casques, des choses de ce genre-là. Mais il est bien évident que le jour où une bagarre se déclenche, il y avait 2 casques ici, il y a des gens qui viennent en mobilette, vous savez, ils peuvent les laisser là parce que tous les casques se font piquer devant la fac. Oui, et puis je crois que, pour être honnête, le casque fait partie du matériel universitaire. L'affrontement entre étudiants d'extrême gauche et d'extrême droite eut lieu le lendemain. Motif, l'extrême droite interdisait l'accès de la faculté à un étudiant israélite membre de la Ligue communiste. La police dut intervenir.
Au bureau politique, tous les mouvements d'extrême droite sont présents. Nous avons interrogé leur porte-parole, Maître Galvert, 33 ans, ancien collaborateur politique de Maître Tixier-Vignancourt. Monsieur Galvert, vous avez appelé à un 13 mai nationaliste. Nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Disons que c'est d'abord l'antithèse du gaullisme et du gauchisme, ou du marxisme, ce qui revient au même. Nationalisme, nos ennemis prétendent, nos diffamateurs aussi, qu'il s'agit de nazisme, de néofascisme. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Peu à peu, il a bien fallu que nous nous donnions un nom. Celui qui nous était offert parce qu'il restait honorable, dégageait toutes les compromissions. C'était celui de nationaliste. Pour beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de nationalisme, le mot sonne un peu avec un accent germanique. C'est ça qui gêne, non? Haine comme nazi. Bon, moi, ça me gêne pas. Certains vous accusent d'être raciste et antisémite. On pourra nous couvrir à tour de bras d'injures. En particulier, on pourra nous reprocher d'avoir favorisé la crémation des Juifs pendant la guerre. Nous avions, pour les plus vieux d'entre nous, quelques 3 ans à ce moment-là. Un jour, nous nous fâcherons. Un jour, nous ferons des procès à ces gens-là. Pour l'instant, les chiens aboient, la caravane passe. Ordre nouveau, quel ordre voulez-vous? Notre ordre, je crois que c'est d'abord celui de la jeunesse. On prétend que la jeunesse est désordonnée. Qu'elle est révolutionnaire dans tous les sens, qu'elle est explosive, c'est pas vrai. La jeunesse est profondément éprise d'ordre, de calme, d'organisation, de discipline. Et puis nouveau parce que nous déplaisent et même nous agacent ceux qui, ayant usé leur culotte à tous les bancs parlementaires, aujourd'hui prétendent inventer la nouvelle société. Leur idée politique de base est simple. La voici telle qu'elle figure dans leur manifeste. La loi du plus grand nombre, règle d'or de la démocratie, doit s'incliner devant la loi du meilleur groupe. C'est amer, ça. C'est amer. Bon, il faut savoir quand même qu'elle est issue de ça, quand même. Tu vois, dire que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 2 heures, 3 heures de fréquentation avec son syndicat pour se rendre compte de quelle idéologie politique ils ont. Tu vois, tu ne peux pas le cacher. La lampe avec le casque à pointe. Avec l'avocat qui... Il n'y a rien de nazi, puis avec la grosse croix gammée sur l'affiche. Enfin, la vidéo, c'est... On est à la limite du troll, quoi. Encore, là, le drapeau, j'imagine qu'avec la magie du montage, mais le casque à pointe dans leur salle de réunion. La jeunesse ne cherche que l'ordre local. Pauvre Wagner, il avait pas demandé à être mêlé à tout ça. Ah, mais apparemment, il a réussi à toucher leur petit cœur d'humain. C'est les corps de chasse, ça fait toujours pleurer. Donc voilà, donc pour quelqu'un qui défend ses idées contre le fascisme, adoube Nathalie Loiseau. En début de son meeting, hein. Donc on n'est plus à une contradiction près, on a fait tout l'étendard. Donc c'était 30 minutes de mensonges éhontés, sans proposition. Et en plus, on va terminer sur ceci, qui est très très intéressant. Ce petit sondage qui montre les derniers sondages européennes 2024, le Rassemblement national en tête avec 31% des intentions de vote, suivi de Renaissance à 18%. Il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines, Renaissance, soi-disant selon les sondages, n'avait que 4 points de différence entre le Rassemblement national. Ce qui est assez intéressant. En politique, c'est pas les sondages, c'est les dynamiques. La façon dont, si vous préférez, varie entre elles les mesures. Donc, la tendance qui va à la hausse, la tendance qui va à la baisse, qui perd visiblement en crédibilité à l'échelle nationale ou qui, paradoxalement, y gagne. Sondage Ipsos France. Pareil, hein, un organisme tout à fait complotiste. Attention, avec 31%... Tous les résultats du sondage Ipsos pour les fondations, donc on voit quand même que, tu vois, même
bon, ils n'arrivent pas vraiment à jauger les souverainistes, mais je pense que, tu vois, par exemple, je pense que Philippot ou un MDA vont faire plus que ce qu'ils annoncent. Tu vois, ils te donnent du 0,5 ou du 2,5. Je pense que justement, sur ces élections-là, l'électorat se mobilise beaucoup plus, puisque généralement, l'électorat du macronisme ou des partis plus traditionnalistes ne vont pas voter, parce que c'est un électorat qui va voter qu'à une seule élection, qui sont les présidentielles. Un petit peu plus maintenant sur les législatives, parce que dans la population, on a compris que c'était important d'élire les députés, ce genre de choses. Mais les européennes n'ont jamais été vraiment au goût des Français. C'était abstrait. Exactement. Donc on y allait si on s'intéressait à la politique. Exactement. Sauf que, en fait, le fait que ces gens ne vont pas voter va donner beaucoup plus de poids. À ces partis, justement, qui ont un électorat, par contre, qui vote à toutes les élections. Et qui ont une stratégie d'aller chercher, justement, les abstentionnistes mécontents qui ne vont plus voter depuis des années, en disant, si vous voulez vraiment, vous en avez plein le cul, mettez-leur une claque et là, vous leur coupez les bras. Donc, c'est la stratégie d'un Philippot ou des Le Pen actuellement. De toute façon, parce que ceux qui votent pour eux votent à chaque fois pour eux. C'est un noyau après, dur. de là à dire que c'est l'extrême droite ou que c'est les fascistes, bon, c'est bon. Justement, on commence à voir qu'ils ont érodé le procédé, ça a marché, ça leur a sauvé les fesses. Ils ne peuvent pas le faire éternellement. Et on commence à voir que, déjà s'ils sont mécontents des résultats, c'est eux qui les ont provoqués. Déjà, s'ils arrêtaient de mentir comme elle est en train de le faire et hontement, déjà les Français ont envie d'entendre des choses qui leur parlent, des choses vraies. Ils en ont marre d'être pris pour des cons. Là, en l'occurrence, c'est encore une énième fois. Ils reprennent les mêmes mécanismes sans s'être remis en question sur pourquoi, déjà, sur les précédentes élections, ils avaient déjà baissé. Donc, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, ils vont juste se prendre une raclée. Ce qu'on avait déjà dit dans une précédente vidéo. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais vous la retrouverez dans nos vidéos. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Adam? Et qu'est-ce que vous pensez dans le live en attendant? Comme ça, vous pouvez écrire, on répondra aux questions. On voit les prévisions de l'Ipsos. Oui. Donc, c'est un suicide électoral d'être en tête de liste pour les européennes. On le sait. Plus on pèse dans le gouvernement Macron, plus on a le droit de dire non à un moment donné. Là, pratiquement tout le gouvernement, tous ceux qui pouvaient, ont utilisé leur joker. Non, pas ça, pas moi, je suis trop jeune, laissez-moi tranquille, je vais mourir en paix. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on coupait tout, on est tombé sur Valérie Hayé. Sachant qu'il y a encore 2 semaines, on nous prévoyait que El Masturbator allait revenir comme candidat. Donc, quand je dis El Masturbator, je parle de Benjamin Griveaux. Et justement, là, c'est intéressant parce que pour Valérie Hayé, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une occasion en or pour elle. Là, elle va se faire voir, elle va se faire connaître. Oui, elle le voit comme une opportunité, mais elle voit même pas. Non, je pense qu'elle est bête. Moi, je pense qu'elle est consciente, mais en fait, si elle joue la carte du macronisme dans le macronisme, d'accord, elle est foutue. Mais si au dernier moment, je sais pas, elle fait volte-face, elle commence à justement déclamer des vérités, arrêter de dire des contresens, etc. Là, elle pourrait rafler une grosse mise. Par effet de surprise. Non. Mais pour l'instant, la trajectoire, c'est une descente aux enfers. Non, parce que je pense que là, Macron, il s'est un peu trop ridiculisé depuis plusieurs semaines. Et je pense que de toute façon, il va y avoir une partie des résultantes au niveau des Français où ça va être déjà un vote sanction. Pour beaucoup de Français, ils vont faire barrage à Macron. Non, pas de barrage, pas forcément de barrage. Je pense pas qu'il va y avoir forcément... qu'ils n'osent même pas refaire le coup des Castors Junior et de faire des barrages, là, là, je pense que ça va... Là, ça va tourner au ridicule, ils vont se faire ridiculiser. Mais moi, je pense qu'elle s'est déjà suicidée en acceptant. Bon, sa carrière n'a pas été forcément très grande et très brillante, mais là, elle est vraiment flinguée. Non, c'est peut-être qu'on lui a dit, tu vas au casse-pipe sur ce coup-là, c'est acté, mais en échange... Non, parce qu'elle a l'air heureuse. Elle jubile, elle a l'impression d'être quelqu'un et d'être importante. On peut dire par une salle pleine, forcément qu'elle est contente sur le coup, mais peut-être qu'il y a un calcul derrière, un beau poste quelque part. Elle pense qu'elle va peut-être récupérer un Marocain un jour, peut-être, je sais pas, mais dans les faits, elle est déjà flinguée. Elle est déjà flinguée. Là, c'est ils l'ont sacrifié, quoi. C'est un pion. Il nous fallait forcément quelqu'un. On sait qu'on va se prendre une tollée. Moi, je pense que... Mais attention,
C'est pas ce qui va arriver. Mais elle aurait l'occasion de tirer son épingle du jeu. On appellerait ça, sous l'ère Chirac-Sarkozy, une trahison ou un retournement de situation. Mais elle pourrait, je sais pas, transmettre ses voix ou quelque chose comme ça. Elle pourrait, tu vois ce que je veux dire? Si elle relie la Macronie suffisamment tôt et de façon suffisamment spectaculaire, elle pourrait gagner pour autre chose, pour l'avenir. Mais là, si elle accepte tout simplement de suivre la tendance qui se dessine où elle va perdre les élections, ce sera pour avoir, je sais pas, un poste quelque part où elle pourra continuer sa carrière peinard, loin des caméras, loin du public, etc. Et petit point important aussi sur lequel je voudrais aussi revenir sur elle, c'est qu'elle est aussi, rappelez-vous, j'invite justement, pour ceux qui nous regardent en VOD ou pour ceux qui ne l'ont pas vu dans le chat, à aller voir notre vidéo sur le DSA Act. Elle est aussi dans la commission sur les fake news et le DSA Act. Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qu'elle a dit sur son meeting, c'est de la fake news? Pas si c'est elle qui juge. Ah, ben moi, je la juge. Parce que clairement, là, Ah, mais c'est factuel, pas dans la j'ai le droit de commission. là, il n'y a pas de divulgation calomnieuse ou quoi que ce soit. Là, c'est la commission qui décidera ce qui appartient à la réalité et ce qui n'appartient pas à la réalité. c'est ça. Tu peux avoir les preuves que tu veux, c'est pas suffisant. Exactement, Adam. Bref, votez. Donc, sur les commentaires, sinon, pour ceux qui nous regardent en VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents liens, canaux, si vous voulez nous rejoindre, à nous mettre un petit pouce, surtout partager cette vidéo pour donner un peu de force, parce que avec ces européennes, ça serait bien d'un peu gratter. D'aller un peu informer un peu, parce que les gens n'ont pas forcément le temps de pouvoir s'informer. Et je pense que c'est le cette but de la vidéo, chaîne. et je pense que cette vidéo, elle remet un peu l'église au milieu du village, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, on va répondre aux questions de nos abonnés. Parce que globalement, le but, c'est de faire circuler les petites informations qui, elles, sont vite oubliées par les temps émotionnels des élections. Et là, on a un petit résumé complet quand même. Donc, pardon et oublions, c'est vrai que dans les médias, c'est la routine quand ça les arrange, bien sûr. Non, en même temps, c'était à double tranchant sur l'oiseau. Ils auraient sorti la carte pour la pénaliser si elle aurait fait quelque chose qui était contre la ligne du parti. Mais tant qu'elle est dans la ligne, le parti la protège. Il fallait des femmes pour faire un quota, donc j'ai dit oui sans regarder. Puis elles se défendent tous comme quoi elles sont pas des quotas, que machin, mais finalement, leur mécanisme de défense, c'est je suis un quota. Donc, voilà, en théorie, en politique, on a le droit de jouer toutes les cartes qu'on a. Alors, la surprise est absente ici. Les gens en ont plein le cul des macronistes. Qu'est-ce qu'il a fait le Robobot? Pourquoi il t'a pas banni d'un coup? Ça, il a le droit. Robobot, donc, il ne faut pas avoir peur. C'est interdit par le Robobot, mais les gens ont plein le cul des macronistes. Le cul des macronistes, ça passe, d'accord. On saura comme ça à l'avenir. C'est que le bot ne connaît pas Macron, donc il a le droit. Vagabonde qui dit cadeau empoisonné. C'est ça. Ça met carrément Vagabonde à 200%. Gobelin qui dit ou tout simplement une manière subtile de dévier le tir. Ah oui, comme ça on dirait que c'est pas la défaite de Macron, on dirait que c'est la défaite de Valérie Hayer. C'est quand même non, elle est quand même candidate, elle est sous l'étiquette. Ils ont sorti toute l'armada, les Gabriel Attal et tout. Non, ça pourra pas passer. Oui, mais ils étaient dans le public, ils n'étaient pas sur scène avec elle. Si, ils sont passés, en fait, grosso modo, ils ont défilé sur des discours individuels en la présentant. Mais quand on fait le résumé, et quand on fera le résumé dans 6 mois, 1 an, 3 ans, on la montrera seule sur scène. Et personne ne s'associera à cette défaite. Vagabonde qui dit, t'as peut-être raison. Donc tu vois, même sur ça, peut-être elle se fait même manipuler, elle s'en rend pas compte. Vagabonde qui dit, ou alors on fait le scénario complotiste, et c'est une infiltrée du RN qui, à la dernière seconde, va tomber le masque. Oui, et en vérité, moi je vous le dis, Valérie Hayer, c'est une poutinoda. Elle est pro-russe. Elle adore la Russie. Elle adore la guerre en Ukraine, mais du côté russe apparemment. On fait comme elle. Elle aime les blinis et la vodka. Elle aime les blinis et la vodka et le caviar. Elle l'a dit dans une discussion avec Thierry Breton lors du vote du DSA. Non, ceci, c'est une blague. C'est pour.
Elle est pour la guerre. On veut la baston. Eh oui. Par exemple, quand il y avait sur la vidéo où on l'a montré, elle et Gabriel Attal à côté, qui chacun d'eux était congratulé par Bayrou, eh ben, elle applaudissait pour Attal, Attal n'applaudissait pas pour elle. Il ne partage pas ses applaudissements même quand il fait partie du public. Et à l'arrière, les pauvres figurants, il faut penser aussi à eux, tous ces figurants qui, à vie, seront considérés par la famille. Eh, c'est pas toi qui étais au discours de Valérie Ayé. Et ils diront, Ça non, pourrait être intéressant de c'est voir au discours de Macron si c'était les mêmes. T'as vu le petit jeune, 10 ans plus tard, vieilli de 20 ans ou 30 ans comme ça, il agite le drapeau français en le regardant. Non, tu rigoles, il agite pas le drapeau français, il agite le drapeau européen. Les drapeaux européens étaient posés, mais la personne âgée qui était à gauche, elle portait le drapeau français et elle voulait pas le faire baisser. Elle le tenait fermement, elle voulait le dresser quand même. Il a été briefé au cas où. Bon, en tout cas, on va conclure sur ce premier sujet.